Génération X. X, moi je pourrais dire les deux X. XX. Il y en a pas qui disent X, moi du coup je le dis bien. Et en fait, est-ce que déjà vous connaissez ce podcast? Je crois que oui, ouais. Et donc j'ai eu envie d'inviter Siam parce que Siam va aller plus loin quand elle va nous raconter son parcours d'entrepreneur. Elle a débuté en ayant juste envie de faire quelque chose qui lui parle. Elle n'avait pas vraiment de finalité économique. Et aujourd'hui, elle a su développer au fil du temps une finalité économique à son projet. Et j'avais envie d'aborder cet aspect-là pour pouvoir vous démontrer qu'on peut entreprendre sans avoir une idée très claire de la finalité économique. Alors Amina Saber, elle a un profil particulier et la raison pour laquelle j'ai souhaité l'inviter, c'est parce que voilà, elle a fait des relations internationales toute sa vie, ses études, et puis suite à une expérience professionnelle, elle a décidé de se guérir en se lançant dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, donc, elle est repartie dans les relations internationales, elle travaille pour la French American Foundation. Et ce qui était intéressant, je trouvais, c'était d'avoir l'aspect de quelqu'un qui était rentré dans l'entrepreneuriat et qui l'avait vécu comme une guérison, et qui aujourd'hui a décidé d'en sortir pour ces raisons qu'elle nous partagera, et qui aujourd'hui s'épanouit également dans son travail. Donc voilà, c'est Amina. J'ai souhaité également inviter Émilie Le Goff, qui est juste là-bas, qui va arriver. Alors, Émilie Le Goff, c'est une serial entrepreneuse, donc elle va vous raconter, mais c'est vraiment le profil parfait de la fille qui a toujours entrepris et qui, je pense, peut-être, l'avenir nous dira, mais entreprendra toujours. Et sa boîte réussit très bien, et en fait, je trouvais très intéressant. On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est une espèce de gène, et c'était intéressant de pouvoir étudier cet aspect-là et voir comment elle a vécu l'entrepreneuriat et comment elle le vit. Et enfin, évidemment, Atlas but not least, j'ai souhaité inviter Nora Poggi, qui vient t'asseoir, Nora Poggi, qui est la journaliste et déjà, j'aimerais juste dire, comme on dit, drop a quick note. Pour Nora avait des obligations professionnelles, des calls. Elle habite à New York, elle est à Paris pas longtemps, elle arrive de Londres. Elle devait dîner avec sa famille, faire des calls professionnels. Elle a accepté de décaler tout ça juste pour être là ce soir, alors qu'on a une heure de retard. Donc voilà, j'aimerais te remercier. Et comme je l'ai remerciée, elle m'a dit je connais ce genre de journée et voilà, vaut mieux s'entraider entre nous. Donc voilà, c'est vraiment le Women Empowerment dans sa plus belle définition, quoi. Donc merci beaucoup. Merci à toi. On peut dire un gros merci à toi. Du coup, je vais prendre une petite chaise pour pouvoir, me mettre un peu à côté de vous. Moi, ça me va de parler comme ça, mais j'ai une bonne voix. Je ne sais pas si vous, ça vous va, mais on a des micros. Est-ce que ça vous va si on continue à parler comme ça? En tout cas, si à un moment donné, on baisse la voix ou quoi, n'hésitez pas, on a des micros et ils ont intérêt à marcher. Alors, c'est hyper intéressant parce que ce documentaire est sur l'entrepreneuriat. Et en fait, du coup, pour commencer, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que vous vous présentiez toutes avec vos mots. Je vous ai présenté avec les miens, mais c'est toujours intéressant de se présenter avec ces mots rapidement. Donc, au-delà de moi, comment je vous ai vu, comment vous voyez, comment vous voulez vous présenter à l'auditoire. Donc peut-être on va commencer du coup par Nora. Bonsoir à toutes. Encore merci INSAF pour ce super travail. On peut encore applaudir. Et merci à toutes d'être restées. Bah oui, on improvise, on est des entrepreneurs, on trouve des solutions, voilà, c'est comme ça. Je suis donc la réalisatrice et productrice du film avec Messia Sayed, ma cofondatrice qui habite à Palo Alto, donc elle ne pouvait pas être là. Et je suis de formation plutôt journaliste communication. Et c'était mon premier film, donc on pourra parler après du pourquoi, du comment. Mais je vais laisser les panélistes se présenter. Donc Émilie, moi j'ai créé une première société il y a 8 ans. Déjà j'ai toujours voulu créer une boîte parce que j'ai pas tellement eu le choix dans ma famille, tout le monde était entrepreneur, mon père, je faisais ça ou rien quoi. Mais j'ai quand même fait 6 ans dans le salariat, mais dans le type de créer. Et ensuite j'ai créé une première boîte dans l'intérim. C'est une société qui fait du CDI intérim avant que ça existe, que ça soit vraiment légalisé. Voilà, une société qui s'est pas mal développée, qui a fait en 2017 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a à peu près 12 000 salariés en CDI.
bien développé, et que j'ai cofondé cette première société avec un homme, tous les deux, et là j'ai créé une nouvelle société toute seule cette fois, comme une grande, qui fait de l'édition de logiciels. Donc en fait c'est des logiciels pour les sociétés d'intérim forcément à la base, mais aussi maintenant pour les sociétés normales, donc pour gérer les salariés, c'est une application qui permet de gérer les congés, les notes de frais, les projets, gestion des temps, faire le planning, planification pour l'événementiel ou les hôtels, restaurants, planification, etc. Voilà. Puis après j'ai effectivement 2-3 autres sociétés mais qui ne gagnent pas d'argent plus pour m'amuser dans la mode et tout, je suis quand même assez filée, des choses comme ça. Voilà. Vous avez prévenu Serial Entrepreneur pour ça. Moi je m'appelle Caroline et j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Ignition Programme et qui a 4 ans, qui a un peu plus de 30 salariés, donc moins ambitieuse pour l'instant, enfin, on verra plus tard, et qui fait, dont l'objectif est d'aider les tempéraments entrepreneurs à trouver le job qui leur convient dans le monde des startups et de les accompagner dans cette démarche. Autant pour bien réussir leur onboarding, leur croissance dans leur métier, que pour les aider à progresser sur leur track et sur leurs compétences. Donc on a toute une communauté de gens qu'on anime, et puis on aide aussi les entrepreneurs dans leur management, dans leur gestion des talents. Voilà. Bonsoir, moi je m'appelle Siam, j'ai 26 ans, donc j'ai créé le podcast Génération X dans lequel je reçois des femmes qui entreprennent. Moi je prends le mot entreprendre au sens très large de monter un projet, donc ce sont des femmes qui ont monté un resto, j'ai reçu INSAF qui est avocate et qui a monté l'INI, ce sont des femmes qui ont monté des startups, des assos. Pour moi l'idée c'est vraiment de mettre en avant cet esprit qui est de quand on a un projet, qu'on y croit, que ce soit un projet à temps plein ou à côté de son job, de sa vie perso, qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout. Donc moi, j'avais pas une formation de journaliste, j'ai une formation d'école de commerce, mais j'ai toujours été attirée par les médias, j'ai envie de passer dans le ciné. Et donc aujourd'hui, Génération X, j'en fais un média plus global, donc il y a le podcast, mais je travaille sur des formats vidéo, et en parallèle, j'ai monté une activité de production sur d'autres formats de podcast, de séries docu. Donc voilà. Faudrait qu'on en parle. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu la voix cassée en ce moment. Moi déjà, je voulais vraiment chaleureusement remercier non seulement INSAF de l'ININ, mais aussi, et toute son équipe, mais aussi Nora, parce que je crois que c'est la 3e fois que je vois ce doc, et que en fait, à chaque fois, je suis hyper émue en fait de voir ces profils de femmes qui se battent, qui lâchent rien, parce que je trouve qu'il est hyper réaliste. Et on voit vraiment les up and down par lesquels elles passent, et de l'extérieur, quand on entreprend et que ça marche, on voit beaucoup les up. Alors on peut beaucoup vous lancer des remarques ou même parfois vous envier en disant « Ah mais t'as de la chance toi, ton idée elle a cartonné ». Mais en fait non, derrière une idée qui cartonne, la face cachée de l'iceberg elle est assez profonde. Moi justement du coup, INSAF, tu m'as bien présenté, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui n'était pas écrit dans la bio qu'on avait communiqué, mais en fait, moi j'ai entrepris après l'une des plus grandes épreuves de ma vie, qui a été un #MeToo, puisque donc j'ai réussi mon objectif d'enfant et professionnel qui était de travailler dans la diplomatie et dans les relations internationales, et donc dans la politique. Donc j'ai vraiment atteint mon objectif, ça s'est très très bien passé au début et j'ai été très heureuse et complètement enivrée par... je travaillais aux Nations Unies, donc c'était tout ce que j'avais toujours voulu faire, sauf que c'était un milieu hyper masculin et j'ai été très embêtée et très ennuyée par un supérieur hiérarchique qui a fait de ma vie un enfer. Donc j'ai quitté les Nations Unies, j'ai pris du temps pour moi, pour me reconstruire, pour me soigner. Et ensuite, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais peut-être pas retourner sauver le monde tout de suite. Mais il y a cette idée très naturelle qui est venue du restaurant, du thème qui était sur les super-héros. Donc allez faire le lien, mais des Wonder Woman, des Batman, des Superman, un peu de ces héros du quotidien qui se transformaient et qui donnaient du réconfort aux autres et qui agissaient pour le bien. Donc du coup je me suis associée à des hommes qui m'ont beaucoup appris, mais dont j'ai pu aussi
vite voir certains travers. J'ai donc aussi monté deux restaurants en fait, mais enfin c'était plus une petite sandwicherie et un grand restaurant, mais un restaurant du coup qui m'a appris énormément, dans lequel encore milieu extrêmement et quasi exclusivement masculin. Et c'est marrant parce que donc voilà, je l'ai tenu pendant 3 ans, tout s'est très bien passé, on a gagné de l'argent, et suite à ça, je me suis dit tiens, maintenant ça y est, je me sens bien, je me sens guérie, je me sens à nouveau sur pattes, je me sens confiante, je me sens forte. Le milieu d'origine me manque un peu, les relations internationales, parler anglais, y retourner. Et du coup, très naturellement, la transition s'est faite et je suis revenue au milieu dans lequel j'aspirais à travailler et tout se passe très très bien. Voilà. Merci Amina. J'aimerais poser une première question à Nora. En fait, on parle beaucoup des femmes entrepreneurs, etc. maintenant, mais je trouve que toi, tu es quand même plutôt assez en amont et pionnière de tout ce mouvement où on parle des femmes et de l'entrepreneuriat. Comment cette idée est venue et comment tu t'es dit un matin, enfin tu t'es réveillée, tu t'es dit j'ai envie de suivre des femmes qui sont entrepreneurs. Est-ce que tu t'es inspirée de ta vie? Est-ce que tu as senti qu'il y avait une histoire à raconter? Est-ce qu'il y avait un vide que tu souhaitais combler? Enfin, quelle est la genèse un peu de ce projet-là? En fait, la jeunesse, c'est vrai que c'était en 2013, donc à l'époque c'était un petit peu différent d'aujourd'hui, on parlait un peu moins de ce sujet, qui est aujourd'hui, heureusement, on commence à en parler plus. J'étais à San Francisco et j'étais plus côté journalisme avec ma cofondatrice Insia. On était toutes les deux plutôt reporters dans la Silicon Valley, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs et on a été à beaucoup de conférences et il y avait beaucoup d'hommes à chaque fois. Et il y a eu un peu un tournant qui était la conférence que vous voyez dans le film. La conférence Women 2.0 où on voit Thuy pour la première fois avec sa robe vietnamienne traditionnelle pitchée, donc c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Donc c'était un peu un tournant parce qu'on a vu pour la première fois des femmes qui avaient réussi, qui étaient mises en avant, qui étaient sur scène, et des femmes dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne savais même pas qu'elles existaient. Par exemple, Rashmi Sinha qui a vendu sa boîte à LinkedIn, ou Paula Long, c'est des noms qu'on ne connaît pas. Et donc il y a eu un peu ce côté... oh mais pourquoi est-ce qu'on entend toujours parler des mêmes? Mark Zuckerberg, Bill Gates, etc. Où sont les femmes? Et en fait, j'avais toujours rêvé de faire un film, mais ma formation, j'étais à Sciences Po, et comme vous savez un petit peu en France, c'est assez quand même cadré. Si on n'a pas été en école de cinéma, il ne faut pas essayer de sortir du cadre. Et en fait, via le journalisme, j'avais commencé à un petit peu me rapprocher du documentaire, puis je bossais aussi en parallèle pour une boîte de production. J'étais stagiaire, je faisais un peu tout, donc j'ai appris sur le tas. Et grâce à ça, j'ai pu un peu combiner toutes ces compétences et me lancer avec Insia qui avait un peu le même profil. Et on a fait appel à beaucoup de gens autour de nous qui avaient cette expertise. On a dû aussi lever les fonds, enfin c'est tout un sujet, bref. Et le film était vraiment parti de cet objectif de raconter des histoires de femmes. C'est pas vraiment... on va lever le voile sur toutes les horreurs qui se passent dans la Silicon Valley parce qu'il y en a plein et c'était pas le sujet parce que le but c'était vraiment aussi éducatif et de donner envie à des jeunes filles, de montrer voilà, si tu as 15-16 ans, je pourrais m'identifier à ce que vit Thuy ou Stacy ou Shina et avoir envie de vivre un peu ça, même si c'est difficile. Et l'idée c'était vraiment de représenter ces héroïnes et de suivre. On s'est vraiment accroché au train en marche et on a suivi quoi. Donc on ne pouvait pas s'attendre à ce qui allait se passer et elles étaient extraordinaires, donc c'était une belle aventure. J'aimerais juste, avant de passer à Émilie, et à vous toutes d'ailleurs, combien il y a de femmes entrepreneurs dans la salle? Levez bien la main. Ouais. Levez. Donc ce soir on est 40, 45. Donc je dirais, c'est ça une grosse dizaine? Combien ont des velléités d'entrepreneuriat? Levez bien la main. Allez, Lucie, levez la main. Ouais, c'est clair. Des velléités, hein. C'est juste une envie. Et qui n'a pas du tout envie d'être entrepreneur. Non mais il faut, ouais, c'est très bien. Enfin, je veux dire, il en faut aussi, hein, D'accord. Et du coup, j'aimerais poser la question donc, à chacune d'entre vous, si vraiment en 2 mots, entrepreneur pour vous, ça veut dire quoi? On vous a certainement posé la question, mais si aujourd'hui, pour vous, vous devriez résumer ça en rapport avec votre parcours, votre vie et évidemment votre vision des choses, entrepreneur pour vous, c'est quoi? Émilie?
Moi je dis souvent, pour le coup c'est en un mot, c'est savoir être un peu maniaco-dépressible. C'est super bien repris dans le film parce qu'on le voit, mais c'est vrai que faut aimer être dans les extrêmes et ouais, je sais plus comment on appelle ça, le truc russe là, mais c'est vraiment, il y a des périodes où c'est ça. Il y a des moments où on a l'impression qu'on est le roi du monde et qu'on va tout gagner, qu'on va vraiment avoir une super boîte. Et puis la fois d'après, on a l'impression que c'est perdu et que c'est vraiment dur et que tout le monde du coup va nous tomber dessus et on ne sait pas trop comment on va se lever le lendemain. Enfin, c'est quand même souvent ça. Et puis ça, surtout au début, quoi. Plus les années, plus l'entreprise vieillit, en gros, plus les extrêmes diminuent, heureusement, au bout d'un moment. Parce que sinon c'est compliqué pour l'entourage, mais c'est ça, c'est surtout ces phases extrémistes, quoi. Pour toi, Caroline? Alors non, peut-être on va entendre plutôt Siam avant. Moi, ce qui m'intéresse dans le mot entreprendre, c'est vraiment l'état d'esprit plus que le statut. En fait, pour moi, entreprendre, enfin, bien sûr, de manière très factuelle, c'est sûrement monter une entreprise, c'est un statut, mais c'est marrant que tu demandes aux gens qui ont envie d'entreprendre et qui pas. Mais pour moi, l'important, c'est d'avoir un esprit, bien sûr, tout le monde ne doit pas monter sa boîte. Il y a des gens qui montent des boîtes, il y a des gens qui travaillent pour ces gens qui montent des boîtes, il y a des gens qui consomment les produits et les services de ces gens qui montent des boîtes. Sinon, on s'en sort pas si chacun a son idée et la défend. Mais c'est plus l'état d'esprit et c'est de challenger le statu quo. Pour moi, c'est ça, entreprendre, c'est de dire qu'il n'y a rien d'impossible et on est dans une situation qui ne nous convient pas et on la change par des solutions qu'on trouve. Et ça, pour moi, ça s'applique dans l'entreprise, même si on est salarié, ça s'applique dans sa vie en général. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le fait d'entreprendre. Pour toi, du coup, Caroline? Je partage un peu ce que j'ai entendu, mais en tout cas pour moi, c'était d'abord le besoin de créer et un grand besoin de liberté aussi. Et donc j'imagine assez volontiers que quand on a ces deux choses-là très très ancrées en soi, finalement on finit par devenir entrepreneur d'une manière ou d'une autre, comme tu le disais. Et pour toi, Mina? Moi, c'est un peu compliqué parce qu'elles ont un peu tout dit. Mais je dirais que, en plus, je pense que les personnes qui entreprennent, de quelque façon que ce soit, j'ai l'impression que c'est plutôt des personnes qui ont un petit grain de folie à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'elles ont su un peu écouter cette petite voix qui leur soufflait tiens ici, et qu'elles ont un peu réussi à protéger cette petite voix ou en tout cas de ce petit feu de toutes les personnes autour qui essayaient de souffler dessus pour l'éteindre, et que ce sont aussi des personnes qui sont un peu élastiques, c'est-à-dire que on est beaucoup tensé quand on est entrepreneur, on est un peu secoué dans tous les sens, et je pense qu'il faut être vraiment agile et pas rester trop rigide, sinon on casse. Mais vraiment, ok, bon, là il y a une vague, une grosse tarte qui va arriver de la droite, je vais accompagner le mouvement vers la gauche, et inversement, où ça va venir de devant, ça va venir de derrière, mais juste je vais accompagner un peu le tsunami que je vais me prendre dans la figure, ou le TGV, parce que c'est un peu ça, vraiment, je prends l'idée des montagnes russes. Et voilà, et du coup, rester toujours bien ancré, mais d'être un peu agile et de... faut savoir quand même rester un peu, je pense, confortable dans l'inconfort, parce que c'est un inconfort un peu permanent, quoi. Voilà. Alors moi je trouve ça hyper intéressant ce que vous dites. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui, et notamment avec les années les années qu'on est en train de vivre, où on parle beaucoup d'entrepreneuriat. On parle d'intrapreneuriat, donc les gens qui changent l'entreprise de l'intérieur, et qui entreprennent finalement, mais de l'intérieur. Entrepreneuriat, ceux qui se lancent dans une aventure, une entreprise. On parle d'entreprendre sa vie, d'être entrepreneur de sa vie. Donc on sent clairement que les gens ou en tout cas on a un mouvement qui nous emmène à être dans l'action constante. C'est intéressant. Est-ce qu'on est préparé à ça? Je ne sais pas. Et surtout, il me semble que quand on visualise l'entrepreneuriat, on voit toujours la finalité économique. Moi, je me considère comme entrepreneur. Par contre, j'ai aucune finalité économique. Et effectivement, on est plutôt dans un schéma où on décorrèle les activités et qu'on lie vraiment l'entrepreneuriat à la finalité économique. Alors qu'à mon sens, et c'est là où je trouve que le témoignage de Siam est intéressant, c'est pas forcément lié à une finalité économique. Autre chose qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, Amina, tu as dit que voilà, l'entreprise, et ce que tu disais aussi, Émilie, il y a un truc dans le film qui m'a marqué, c'est
Quand on lui dit qu'est-ce que c'est entrepreneur, elle lui dit start it and finish it. Donc tu commences, tu finis, il n'y a rien au milieu. Toi, tu n'arrêtes pas, tu n'abandonnes pas au milieu. Moi j'ai l'habitude de dire la vie c'est 10% ce qui vous arrive et 90% à comment vous y réagissez. Typiquement, aujourd'hui c'était la bérésina, on est d'accord hein. Ça fait 3 ans que je fais l'ININ, j'ai jamais vécu ça. Et Dieu sait que je suis psychorigide. Donc ce n'était jamais censé arriver. Or, il est vrai qu'on voit que la vie d'entrepreneur, c'est, voilà, comme tu disais, suivre le mouvement et peut-être appréhender l'échec d'une différente manière. Comment vous appréhendez l'échec ? Comment vous appréhendez les setbacks de la vie, les challenges ? Comment vous les appréhendez, les problèmes ? Et surtout, les échecs, parce que moi, finalement, même si c'est grave, parce que j'aime pas décevoir les gens qui viennent, mais il n'y a pas d'enjeux économiques qui sont monstres. Quand il y a des enjeux économiques à côté, quand il y a une maison, un prêt, des enfants, ça peut prendre des dimensions qui sont assez importantes. Comment vous gérez du coup l'échec et comment vous réussissez à le transformer en levier de réussite ? Non, allez-y. Je commence, mais alors pour être honnête, je pense pas avoir connu d'échec. Je pense que, je me considère hyper privilégiée, je fais des études, j'ai une famille aimante, je sais pas, le plus gros échec à un moment de ma vie, c'était j'ai pas eu HEC, quoi. Donc ça, c'est pas du tout un échec. Donc j'ai pas d'échec, mais si je devais me projeter, de me dire qu'est-ce que ce serait l'échec dans ma boîte ou dans. Et tu vois, par exemple, quand tu prends ton podcast, c'est quand même hyper. C'est technique, etc. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, peut-être en commençant, tu maîtrisais pas tout et puis ça s'est toujours passé comme sur des roulettes? Mais pas sur des roulettes, mais en fait, c'est hyper drôle. Mais alors, du coup, j'ai pas de formation de journaliste. Donc, j'ai demandé à ce qu'on prête des micros pour mon premier épisode. Et d'une manière hyper naïve, j'ai enregistré dans un café. Je me suis dit, ce sera cool, il y aura des petits bruits. C'est l'enfer. C'était horrible, le son est atroce. Moi j'ai beaucoup de tics de langage, j'interrompais tout le temps mon invité, mais mon invité était génial. Et du coup j'hésitais à la mettre en ligne, et mon mec m'a dit Siam, au mieux il y a 3 personnes qui vont l'écouter, donc genre personne ne t'attend. Et je trouve qu'une fois qu'on. Et d'ailleurs je pense que c'est plus dur quand on a vachement bien réussi un truc, là les gens vous attendent. Et moi il n'y avait personne qui m'attendait, je pense qu'il y a toujours personne qui m'attend. Je veux dire, même si je trouve que mon podcast marche super bien, j'ai des retours géniaux, j'ai pas encore la grosse tête pour me dire. Et puis même, de toute façon, en fait, je mets tellement d'énergie, de cœur à faire ce que je fais que je sais pas ce que ce serait l'échec, en fait. Je donne ce que j'ai à donner pour le podcast, j'ai plein de projets pour Génération X, j'ai plein de projets pour ma boîte de prod qui s'appelle Indie Crew. Et je me dis, l'échec, à un moment donné, ça dépendra pas de moi. Tant que moi, je mets toute mon énergie, s'il y a des facteurs extérieurs qui font que ça doit planter à un moment, ça plantera et ce sera pas de ma faute, quoi. Donc, je sais pas, j'ai du mal à mettre. Je me dis, l'échec, je sais pas, je vois ça comme un truc grave et pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Et voilà. J'adore ce que tu dis parce que, en fait, quand on avance, on peut se demander, à chaque problème qu'on a, une vidéo qui marche pas, un micro qui marche pas, une levée de fonds qui marche pas, on peut le voir comme un échec, ou on peut le voir comme juste c'était prévu, quoi. Et j'ai l'habitude de dire souvent à mon équipe, en fait les gars, le bébé qui apprend à marcher, si à chaque fois qu'il tombe sur sa couche il se dit c'est l'échec, je pense que j'y arriverai jamais, je vais pas marcher, je préfère pas marcher. c'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, soit tu perçois que chaque fois que tu te casses la gueule sur ta couche, c'est juste, ok, peut-être fallait aller un peu plus à gauche, plus à droite. Tu ne perçois pas du tout la vie de la même manière, et du coup, ce que je perçois, et dans mon environnement, je scrute beaucoup la capacité à réussir des gens. Plus ils ont cette résilience, qui n'est même pas une résilience, parce que la résilience, c'est de considérer qu'il y a eu un échec et de rebondir. Là, c'est même pas de la résilience, c'est juste, j'avance, ça c'est la vie. Et ceux-là ont quand même beaucoup plus de facilité à aller beaucoup plus loin. Et au début, moi, quand j'ai démarré, j'étais un peu tétanisée, du coup, tétanisée comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais mis toutes mes économies qui étaient censées être pour l'achat de la maison familiale, j'avais 2 enfants, donc en fait, c'était un peu quand même... Bon, voilà, mais en même temps, une fois que c'était fait,
on s'est lancé, j'ai dépensé la moitié du pécule. Et puis, il y a un coach de mon incubateur que je vois, et puis je lui dis, bon voilà, projection, si dans 3 mois, j'ai pas fait tant de ventes, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête, etc. Et puis il finit par me dire, écoute Caro, de toute façon, là t'es comme Christophe Colomb au milieu de l'Atlantique, t'as pas assez de vivres pour faire marche arrière, donc profite de la croisière. Et je me souviens, et honnêtement, c'est le truc le plus libérateur que j'ai entendu en tant qu'entrepreneur. Je me dis, de toute façon, il est foutu cet argent, donc peut-être que si je me plante, peut-être que ce sera le hobby le plus cher que je me sois jamais payé de ma vie. Mais au moins, j'ai appris plein de trucs, je me suis éclatée, et si je continue à m'éclater, en fait, ce ne sera pas de l'argent perdu. Si je continue à apprendre, ce ne sera pas de l'argent perdu. Enfin, finalement, un MBA, ça m'aurait coûté plus cher. Enfin, voilà quoi. Et en fait, selon comment tu perçois les difficultés, en fait, c'est pas des échecs, c'est des situations apprenantes. Émilie ? Ouais, non, moi, j'aurais rien de spécial à rajouter. Enfin, c'est exactement ça. Je pense que pour pas avoir d'échecs, il faut tout simplement pas avoir l'impression de les vivre. Parce que je pense que quand vous dites que vous en avez pas eu, vous en avez eu, mais vous en accordez, enfin, faut pas accorder d'importance. Du coup, comme on n'a pas peur, ça nous permet d'avancer, quoi. Je pense que c'est juste ça. Donc vous avez tout dit. J'allais juste dire que par rapport au film, c'était une des raisons pour lesquelles on a fait ce film, c'était de dédramatiser l'échec, parce que aux États-Unis, c'est tout un sujet, surtout dans la Silicon Valley, c'est qu'au contraire, les investisseurs, par exemple, et j'en ai rencontré plusieurs, ils ont un carnet avec des gens qui ont échoué, qui en sont à leur 2e ou 3e start-up, et c'est les gens qui vont voir pour aller investir. C'est comme... Non, voilà, mais je dis, donc c'est pour ça que c'était l'idée que comment on pourrait exporter cette idée. Il y a plein de défauts dans la Silicon Valley, donc c'est pas l'idée de se dire, ah c'est génial, c'est pas ça va, mais c'est qu'il y a quand même cet esprit entrepreneurial de exactement ce que tu viens de décrire, qui est que l'échec, c'est en fait une façon d'apprendre, et c'est ce qu'on voit avec Stacy et Twi, qui en fait, et encore ça c'est juste une partie immergée de l'iceberg de ce qu'elles ont vécu. Il y a beaucoup de fois où ça marche vraiment pas, et dans la version longue du film, on voit encore plus de fois où ça marche vraiment pas. Mais bon, bah voilà, je veux dire, l'idée c'est que on se plante, on apprend et on recommence, comme tu l'as expliqué. Et en France, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dramatique. La question d'échec, oh mon Dieu, mais en fait, non, bah, je veux dire, toute la question, c'est vraiment essayer de montrer que ce qui compte, c'est d'apprendre, et surtout pour les jeunes filles, parce que c'est ce qu'on voit dans toutes les études qui ont été faites sur le sujet, les jeunes filles particulièrement, et c'est ce qui est dit au tout début du film, Nicole Sanchez, elle dit ça, les filles abandonnent rapidement dès qu'il y a un échec, et on leur apprend à être parfaite, à être perfectionniste, à tout faire comme il faut, et dès qu'on a des sujets un peu notamment compliqués comme les maths, la physique, etc., ça va pas, il y a une mauvaise note, bah, tout de suite je lâche l'affaire parce que si je suis pas parfaite, ça va pas le faire. Et c'est un vrai problème. Donc il faut qu'on apprenne à nos filles, mais pas que, bien sûr, mais à nous tous, quoi, à nous toutes, de surmonter cette peur de l'échec qui nous tétanise et juste aller de l'avant. Et encore une fois, on espère que ce film peut donner un petit exemple de ce à quoi ça ressemble, de se relever et de rebondir, quoi. Et c'est l'éclat de rebondir. Honnêtement, tu l'as dit, c'est les montagnes russes. Donc en fait, quand tu rebondis, c'est super cool. En fait, quand on a dépassé le truc et puis qu'en plus ça n'a même pas été très douloureux et que ça va mieux, en fait, c'est super cool. Alors, déjà, pour INSAF et toute l'équipe Lénine, je voulais complètement dédramatiser cette histoire de vidéo. Parce qu'en fait, par exemple, tu aurais pu, un 31 décembre, donc soir du Nouvel An, avoir 90 réservations et avoir ton four qui te lâche pour faire des burgers. Donc c'est quand même un peu problématique. Bon, bah, dans ces cas-là, on ouvre beaucoup de champagne, on détend tout le monde, on leur dit que ça va prendre un peu plus de temps. On va en cuisine, on voit un peu avec les cuistots si c'est possible quand même de faire fondre le fromage et tout, et le pain, de le chauffer sur la plancha. Ça prend un peu plus de temps et on fait, voilà. Et puis poker face quoi. On montre rien, on continue d'aller faire la fête avec les gens et de leur dire que ça va être un peu long, mais qu'ils vont passer quand même une super soirée. Ensuite, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Siam. En fait, je pense que tu es juste complètement optimiste. Voilà, mais c'est vrai, hein, c'est bien et c'est un super... Et c'est un super trait de caractère. Et enfin, l'échec, c'est aussi surtout une histoire de perception. Parce que, par exemple, moi je peux vous dire que j'ai été, encore une fois, j'ai réalisé mon rêve. Hein. J'ai été à l'Assemblée Générale des Nations Unies avec plein de ministres et plein de chefs d'État et Ban Ki-moon. Et j'ai organisé un super event. Et 2 ans après, j'étais en train de vernir mon parquet dans mon restaurant, de nettoyer mes toilettes et d'aider mon cuistot à nettoyer une friteuse. Et pour plein de gens, pas beaucoup, mais
quand même un petit peu. Pour certaines personnes, observer ça a été... oh la pauvre, quand même, ouais. Elle est un peu en situation d'échec, là. Ça va pas. Enfin, avant, elle était le lundi à Londres, le mercredi à Genève, le vendredi à New York, et puis là, ah ouais, elle met un steak entre 2 tranches de pain. Peut-être que la crise d'ado va lui passer un moment, ça va être un petit moment un peu douloureux, donc du coup, je sentais qu'on me regardait un peu, pas avec pitié, mais presque, quoi, qu'on se disait, ouais, bon, allez, ça va lui passer. Mais je voyais dans leurs yeux que pour eux, c'était de l'échec. Alors que absolument pas. Enfin, moi, je le savais, j'en étais convaincue au fond de moi. Et comme je vous le disais, c'est vraiment cette petite flamme que je protégeais. J'ai vraiment laissé personne me laisser entendre ou oser sortir un son de sa bouche dans ce sens. Vraiment, j'ai été hyper offensive là-dessus. Et pour vous dire, en fait, ce projet de restaurant, je l'ai dit à personne. Je ne l'ai pas dit à mes parents. J'ai dit à mes parents, oui, je vais être chef d'entreprise. Mon père après m'a dit, tu m'avais pas dit que c'était ça. J'ai pas menti, je suis chef d'entreprise, papa. Je ne l'ai pas dit, je l'ai dit à quelques personnes. Tout le reste, je l'ai dit à personne. Et un jour, j'ai posté sur Facebook une annonce qu'on avait mise sur le resto en mettant salut, Amina va vous accueillir dans une semaine, on est en train de faire des travaux, c'est à telle adresse, voilà, venez tel jour à telle heure, c'est tout. J'ai senti aussi que par rapport à tout ce que vous disiez, tout ce que tu disais, Nora, sur cette pression de la société, cette pression sur les femmes. En plus, enfin voilà, moi je viens de province, je suis fille d'immigrés, ouvrier, je suis allée à Sciences Po, c'était déjà un move en termes de mobilité sociale très grand et très haut, dont je me rendais peut-être pas forcément compte, j'avais juste fait ce que j'avais envie de faire, mais je me suis dit, oh là là, le retour du bâton, là, je vais avoir des jugements de tous les côtés, je vais avoir des gens qui vont se permettre de dire des choses, de penser des choses, et du coup, je me suis complètement blindée vis-à-vis de ça. Et ça, je pense, c'est aussi un profond optimisme, toujours, dans le sens que qu'on continue d'avancer, et surtout une idée de moi-même et de ma volonté où je me disais, il faut que je me protège. Il faut que je me protège parce que l'environnement a l'air sympa, je suis certaine, et c'est le cas parce que beaucoup sont venus et beaucoup ont adoré ce projet S-Resto. Et des années après encore on en parle, mais sur le coup on se laisse quand même beaucoup rattraper par toutes ces injonctions de la société et qui en plus sur les femmes sont encore plus nombreuses, sur le non mais sois parfaite, continue, lâche pas, etc. Donc moi je me suis beaucoup protégée et bon, voilà, je l'ai dit à personne. Je voulais juste rajouter 2 choses, c'est que alors, je pense que je suis optimiste, mais effectivement là j'ai donné une définition de l'échec par rapport à moi, et je pense que il faut quand même faire une nuance, c'est que bien sûr si tu as construit une entreprise et que t'es j'en sais rien, que t'es dans une situation hyper mal et que parce que y a une mauvaise gestion, il y a des gens qui se retrouvent sans emploi, bon, c'est hyper différent. Et je dis ça parce que je me rappelle qu'il y avait je sais plus le nom de la boîte qui faisait des livraisons de repas. Take It Easy. Qui avait fermé, et je crois qu'il y avait un des fondateurs qui avait fait un texte sur le Medium, comme c'est très à la mode de faire, en disant j'ai appris plein de choses, etc. Et j'avais lu d'autres articles de livreurs qui étaient en mode, d'accord, il y en a un qui s'en sort, j'ai appris plein de choses de mon échec, mais moi j'ai plus de taf. Donc du coup je voulais quand même faire la nuance de comment on prend l'échec pour soi, mais bon, il faut pas oublier que le tout c'est pas de tirer des leçons pour soi, c'est aussi que c'est peut-être de diffuser cet état d'esprit avec les gens qu'on a sous notre responsabilité. Pareil, si on a un métier dans lequel on engage des vies, effectivement la notion de l'échec est pas pareille. Donc bon, je voulais pas faire genre il n'y a pas d'échec, je voulais juste faire ça. Voilà. Mais, alors je pense que moi j'ai très bien compris, et je pense que tout le monde t'a très bien compris, je pense que tu parlais juste d'une perception personnelle de ta relation à toi avec l'échec, et qui pour moi est hyper saine. Parce que du coup, ça t'évite peut-être d'aller trop haut, pas d'aller trop haut, j'espère que tu iras trop haut, mais d'aller trop bas. Et on sait toutes qu'on peut être hyper dur avec nous-mêmes, et quand on s'engage dans l'autoflagellation, on n'en sort que... On n'en sort pas. On n'en sort pas. Je voudrais juste remercier Émilie. Émilie doit partir, voilà, elle a des engagements personnels, elle a ses 2 enfants qui sont là. Émilie, merci d'être venue, merci d'être restée. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à l'échec, etc. Et je trouve que c'est une transition parfaite à ce qui nous a un peu toutes, j'ai trouvé, marqué dans la salle lorsqu'on a entendu la maman de Stacy lui dire mais en fait, moi j'aimerais bien avoir des petits-enfants. Et là, en fait, j'aimerais toucher le sujet de l'entourage. Moi, je suis persuadée que le succès, c'est aussi comment tu t'entoures.
et quels gens que tu invites à la table de ta vie et du coup à la table de ton projet. Et en fait, j'aimerais savoir si, enfin, du coup Nora déjà, avant toute chose et avant l'entourage, etc., et comment on perçoit les choses, pour clôturer sur le sujet de l'échec, moi j'aimerais te remercier parce que la réalité c'est que la plupart des femmes des femmes ou des hommes, mais c'est un aspect qui est quand même plus féminin, la plupart des femmes qui se lancent pas, c'est parce qu'elles ont peur. Et elles ont peur de quoi au final? Elles ont peur de faillir et donc de ne pas réussir et la peur de l'échec. Mais aussi des fois elles ont peur de pas ressembler à l'image que leur entourage se fait d'elles. Et du coup, quand on a fait HEC, quand on a fait des grandes écoles de commerce, quand on a fait Sciences Po, quand on a fait quand notre profil c'est une fille instruite, éduquée, qui a fait des études, qui a un profil tout tracé et qui a été tracé dans la tête de ses parents, de son conjoint, de ses amis, etc. C'est hyper compliqué d'aller au-delà de ça et surtout de dire non mais en fait les gars, aujourd'hui c'est plus moi ça, c'est quelqu'un d'autre, je suis en train de me réinventer, de me métamorphoser. Donc c'est hyper intéressant d'avoir montré ça. Et du coup, comment est-ce que toi tu t'appréhendes ces choses-là? Est-ce que ton entourage a été un frein, un moteur? Comment t'appréhendes ça au quotidien? Et comment tu fais pour t'entourer? C'est hyper important, c'est ce qu'on voit dans le film aussi, c'est que, juste pour info, depuis que le film est fini, Stacy, ça s'est très bien passé parce qu'elle a finalement eu donc, cette bourse de la Thiel Foundation. Et elle s'est lancée sur une seconde boîte qui s'appelle Forge. Vous pouvez regarder sur internet parce que j'ai un peu du mal à expliquer ce que ça fait exactement. Mais ça marche très bien. Elle a une équipe d'ingénieurs, elle a un produit, elle a des clients, elle a levé 3 millions de dollars pour ça. Elle s'est remise à fond là-dedans. Sa famille ne la soutient toujours pas. Mais bon, ça, c'était un petit peu couru d'avance. Et on voit dans le film qu'elle est très seule en fait. Et même son frère, qui est son cofondateur, elle est nulle part. Et puis on la voit un petit peu comme ça, dans tous les sens. Et nous, on avait pas mal interviewé aussi les gens autour d'elle, essayer de comprendre mais qu'est-ce qui se passe. Et après, je vois maintenant comment elle a appris de cette expérience. Et la première chose qu'elle a faite pour cette nouvelle boîte, c'est vraiment de créer comment on appelle ça, un board de conseillers et de s'entourer d'experts dans son industrie, de gens qu'elle pouvait appeler quand ça va pas, de mentors. Et vraiment essayer de sortir de cette solitude parce qu'elle avait tellement peur de demander de l'aide, de montrer que ça allait pas, de toquer à une porte, que finalement cette solitude lui a porté préjudice. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous et je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, la vie, c'est de qui tu t'entoures. Alors, je veux dire, tu ne peux pas réussir sans être entouré. Et donc pour le film, c'était vraiment vrai parce qu'un film, c'est comme une start-up au final, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et en fait... il y a plein de moments où vraiment tu es au bord de péter un câble, il faut le dire. Et s'il n'y a pas des amis ou de la famille, ça peut être n'importe qui. Si la famille ne soutient pas, c'est peut-être des amis, c'est peut-être une tante, un cousin, un voisin, j'en sais rien. Mais il faut des gens qui croient en vous, qui ont cette énergie positive, qui vont vous porter. Parfois, moi, des likes sur Facebook, des fois, c'était là. J'étais au bout du bout, j'étais là. Oui, il y a des gens qui sont encore là, même si on est... Et voilà, ça peut être ça peut être financier, ça peut être... moi, pendant 3 ans, j'ai habité sur les canapés des copains à San Francisco. Voilà, c'est... Est-ce que ça peut être aussi juste nous supporter? Ouais, mais aussi nous supporter, ouais. Ça, c'est très important, parce que je crois que c'est toi qui l'as dit, je sais plus qui a dit ça, mais qu'on avait aussi des petits moments de... On est un petit peu, au bout du rouleau, et en fait, il faut aussi des gens qui puissent supporter les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, quoi. Donc, savoir s'entourer, c'est la base. Toi, Caroline, comment ton entourage a... Parce que quand même, tu as un super profil. Peut-être que tu vas pouvoir nous le... quand même... Non, chez Lily, non, il n'y a pas de modestie. Oui, non, mais c'est pas une question de modestie, mais je pense qu'ici, il y a des gens qui ont de bien meilleurs profils que moi. En tout cas, c'est un très beau profil. Les gens s'attendaient, ton entourage, ta famille, etc. Tu avais un beau poste aussi. Comment, du coup, comment tu t'es adapté à ça et comment t'es arrivé à t'imposer? Surtout que tu as lancé ta boîte, tu avais 2 enfants. Ouais. Donc t'étais pas dans le... parce que très souvent on dit, tant que t'as pas d'enfant, etc., t'as pas de prêt, t'as pas d'enfant, au final tu n'as rien à perdre. Mais là, toi... Alors, ouais, le premier, quand je me suis lancée, le premier avait 2 ans et le deuxième 1 an. Donc effectivement, c'était un moment où les gens attendaient pas trop que je lâche tout et que j'ai plus de salaire. Et en fait... oui, alors moi en plus, effectivement au début je l'ai lancé seule.
Et oui, je me suis sentie très très seule dès le début. Et du coup, je pense que ça a formaté beaucoup de choses dans mon histoire entrepreneuriale. La première chose, c'est d'abord, je me suis entourée de mon mari. Je pense que s'il n'avait pas été supportif, c'était impossible. Et pourquoi? Notamment à cause de cette histoire de perception de l'échec. C'est-à-dire que c'est parce que quand moi je me disais oh là là, c'est le bord du gouffre là, lui disait non mais t'en fais pas, ça va aller. Alors peut-être qu'il se forçait à le dire, et pour le connaître en fait, je pense qu'il s'est beaucoup forcé à un truc comme ça, parce que lui est très très riscophobe. Du coup je pense qu'il s'est beaucoup forcé, il devait croire aussi en moi un peu aveuglément, enfin le fou quoi. Peut-être qu'il a perçu en toi des choses que toi tu voyais pas. Oui, peut-être qu'il est bêtement amoureux. Peut-être qu'il n'y a aucun sens commun là-dessus, mais en fait, non. Ce qui était vraiment, c'était complètement essentiel pour moi. S'il n'avait pas été là, c'était impossible de faire ce que j'ai fait avec le tempérament que j'ai. C'est-à-dire que peut-être d'autres auraient pu le faire, mais moi, sans ce soutien-là qui faisait que les échecs n'en étaient pas, et que on arrivait toujours à se dire bon, on a de la ressource, on y arrivera, on trouvera. Cette aventure-là, il faut y aller, il faut la vivre. Et puis quelque part, je pense qu'il aimait bien cette aventure par procuration que lui n'aurait pas été vivre, puisque l'entrepreneuriat, c'est pas son truc. Donc en fait, ce premier soutien-là, il était complètement fondamental. Et il était, c'est l'essence d'Ignition. Pour moi, elle est aussi là. Et puis les autres personnes dont je me suis entourée, c'est aussi mes premiers salariés qui, j'ai eu de la chance, étaient incroyables et le sont toujours. Et en fait, très très vite, et c'est pour ça que je dis que ça a beaucoup structuré l'histoire d'Ignition, c'est que très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était important qu'ils deviennent plus que des salariés un peu subissants, et moi une espèce de chef toute puissante, ça ne marchait pas du tout. Et puis moi je me sentais pas du tout dans cette posture-là, j'avais besoin d'aide, entrepreneur, femme, seule. Alors déjà que quand on se pointe devant des VC en femme entrepreneur, on se dit oulala, je suis vraiment toute seule, mais quand en plus ils disent à voix haute oulala, t'as pas d'associé, ça craint, les projets sans associé, ça ne marche pas. Je me dis bon, là c'est vraiment mal barré. Et en fait, moi je revendiquais que ça pouvait très bien se passer puisque ça démarrait pas si mal. Mais j'ai senti que en fait, moi j'avais besoin de pas être seule. Et donc assez vite, au bout d'une grosse année, j'ai associé Lucas, mon premier employé, qui du coup est un associé maintenant à part égale. Je ne partage pas complètement 100% du capital parce que moi il y a donc l'argent de mon appart. mais quand même, je veux dire, maintenant on a le même rôle et on a des parts qui représentent tout à fait l'investissement qu'on a mis au départ. Et puis ensuite j'ai associé Gus, notre CTO, qui est arrivé à peu près dans la foulée et qui est aussi quelqu'un d'incroyable et d'hyper engagé. Et en fait ce sont deux personnes qui, dans cette démarche d'association, ont pris une posture vachement différente dans cette histoire et m'ont vraiment épaulée. Et aujourd'hui, je pense que ça m'a pas fait, moi en tant que femme, m'effacer derrière eux, heureusement, mais ça m'a au contraire vachement renforcée. Et pour les gens qui sont encore un peu dans une autre époque, un autre espace-temps, et qui, quand j'arrive et que je pitch, écoute assez peu d'intérêt à mon projet, et que quand Lucas arrive, et alors il faut savoir quand même, Lucas c'est assez drôle parce que Lucas il passe sa vie en short, y compris quand il fait moins 15, et il a une espèce de grande tignasse qui coiffe jamais, et souvent un bonnet sur la tête, donc en termes de crédibilité, et c'est pas tout à fait exactement ça. Moi je fais un petit effort, je mets des talons, tout ça, mais ça arrive encore souvent que quand moi je me pointe et que j'explique ce que je fais, bon, le gars me regarde, je sens bien que c'est pas méga crédible. Et lui arrive juste derrière et je dis oui, je te présente mon associé. Et là, les gars, ah, mais t'as un associé! Et je me dis putain, on n'est pas encore arrivé quoi. mais en fait, ça n'empêche, ça ne m'enlève rien à mon rôle, ça m'enlève rien en fait sur ma boîte, mais c'est hyper renforçant d'avoir des associés. Ça aurait pu être des nanas, mais simplement pas être seule, c'est important quoi. Donc en fait, toi, ce qui là où tu as trouvé du soutien, c'était ton partenaire, ton mari,
et puis au final ton équipe. Ouais. C'est vachement intéressant parce que je fais un parallèle du coup avec le livre Lénine. Et dans Lénine, Sheryl Sandberg dit un chapitre qui dit make your partner a real partner. Et pourtant, elle a pas de boîte, quoi. Mais je pense que c'est vraiment, c'est vrai dans la vie salariée, mais dans la vie d'entrepreneur également. Et puis l'autre truc qui est intéressant, c'est que elle dit que les gens avec qui on travaille, on doit vraiment en faire des vrais collaborateurs à part entière, et pas juste des exécutants ou des sous-fifres. Nous, à ce point-là, on a été assez loin parce qu'en fait, on a commencé à fonctionner comme ça avant de savoir ce que c'était, mais assez vite, on a découvert ce que c'était les entreprises libérées, les entreprises Opal. Je ne sais pas si dans la salle vous êtes familier avec ces Vous savez ce que c'est une entreprise libérée? Alors, les entreprises donc, libérées ou Opal, selon l'auteur que vous suivez, sont des entreprises qui essayent d'empowerer et de donner énormément d'autonomie et de responsabilité à tout le monde. Le principe, c'est la confiance d'abord. Donc ça va très très loin jusqu'à tu choisis ton salaire toi-même, tu as la carte bleue de la société et ça va pour tout le monde. C'est pas juste les premiers employés ou le codir. C'est tout le monde décide de son salaire, est capable de dépenser l'argent de la société, etc. Le principe sur lequel ça repose, c'est la confiance et la communication, une très grande communication. En gros, n'importe qui l'information peut prendre une décision éclairée, donc intelligente. Plus intelligente puisque c'est la personne qui est sur le terrain et qui donc nous présente. C'est des façons de vivre l'entreprise qui sont un peu extrêmes, mais qui en même temps permettent d'explorer à fond cette possibilité de faire de chaque personne dans l'entreprise ouais, nous on fait ça. Donc nous on a une grille des salaires définie par tout le monde, etc. C'est un sacré bordel, mais c'est hyper intense, c'est hyper incroyable à vivre. Hein. C'est une expérience. Encore une fois, là je profite de la croisière à Donf. Et toi Siam, du coup, comment ton entourage a perçu ça? Est-ce que tu as été soutenue? Est-ce qu'au contraire, tu as dû combattre un peu cette idée que les autres se faisaient de toi? Qui était plus du tout alignée avec qui j'ai été hyper soutenue, je ne sais pas du tout ce qu'attendent mes parents de moi, mais en fait ils sont hyper détentes là-dessus. Ils me disent tant que t'es heureuse, c'est hyper, c'est le plus important. Enfin, mon père, le seul truc qui l'importe, c'est que je m'hydrate bien, donc si tu veux, quand il y a de l'eau derrière si tu veux. Parce que lui, il est médecin, il est obsédé avec ça, donc il m'appelle, est-ce que je t'ai bien hydraté aujourd'hui? Donc tu vois, à partir de là, cette exigence est remplie, donc je vais faire ce que je veux après. Et après, je suis assez d'accord sur le partenaire. Enfin, du coup, moi, j'ai toujours un copain qui est le même et qui m'a beaucoup... en fait, c'est limite mon shadow partner, quoi. Je lui raconte tout, c'est limite trop. Mais bon, il m'aide beaucoup parce que pour l'instant, j'ai pas d'associé, mais je commence à travailler avec quelqu'un avec qui je vais peut-être m'associer. Donc non, moi, mon entourage a été hyper bien et je pense que pour les gens pour qui c'est pas le cas, c'est difficile, c'est douloureux, mais il faut rompre les ponts, enfin tant pis, quoi. Ça n'a rien à voir avec le business, mais moi j'avais une amie, on rentre dans le truc hyper personnel, qui me rendait un peu, quand je la voyais, je sais pas, ça me déprimait à chaque fois, à un moment donné j'ai arrêté de la voir. Et maintenant je la revois et ça va mieux, ne le mettez pas sur Twitter parce que j'aurais des problèmes à ce moment. Mais et voilà, il faut juste se dire, il y a des relations parfois qui sont toxiques, qui sont nocives, il faut les arrêter et c'est pas très grave, peut-être qu'un jour ça reprendra et peut-être que pas parce que on change et c'est tout, c'est comme ça. Et pour revenir sur l'association, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent il me faut un associé pour me lancer. En fait, avant de commencer Génération XX, j'ai failli m'associer avec une ancienne collègue. Avant, je bossais dans le e-commerce en Afrique. J'avais une collègue avec qui on a failli s'associer. Et en fait, j'étais tellement... On allait monter une boîte tech, l'objectif c'était de lever des millions, et j'étais tellement obsédée par ça parce que j'avais l'impression que entreprendre c'était monter une start-up et lever des fonds, que j'allais m'associer avec elle, mais dans des termes absolument stupides. Et en fait, heureusement que j'ai dit non, mais s'associer à tout prix, c'est pas non plus souhaitable. Enfin, parfois, il vaut mieux se lancer. Oui, voilà. Il vaut mieux se lancer et puis vous trouvez. Et puis en plus, c'est plus facile de convaincre des gens de vous rejoindre une fois que vous avez déjà monté quelque chose aussi, quoi. Donc voilà, il ne faut pas s'obséder avec la question de la situation. Mais après, c'est vrai que quand on se sent seul, c'est bien. Mais là, je commence à me sentir seule, donc je suis contente de peut-être bosser avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que en fait, ce qui est bien et que tu retranscris très justement dans le documentaire, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'on est très souvent seul quand on est entrepreneur et que pour des raisons X ou Y, on veut pas, même si voilà, notre entourage proche et nucléaire, j'ai envie de dire, savent très bien ce qu'on vit, par quel moment on passe, quand tu rentres dégoûté et que voilà, tu fais un peu la tête et que tu veux pas parler à ton petit copain, bon, il sait que tu as passé une sale journée, quoi.
Mais au-delà de tout ça, moi je le sais pas parce que je suis pas, quand je dis entrepreneur, je fais pas que ça, j'ai mon travail à côté, etc. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir extrêmement seul. Du coup, oui, s'associer, on y reviendra tout à l'heure, s'associer, oui, mais pas à quel prix. Et là où j'aimerais en revenir avant d'aborder ce sujet-là, c'est l'exemple d'Amina, où tu disais que tu étais il y a 2 semaines entre Londres, New York et Genève, et que tu te retrouvais à 4 pattes en train de nettoyer des toilettes. Tu nous disais aussi que toi, ton ascension sociale avait eu lieu grâce aux études et que tu avais réalisé ton rêve de petite fille. C'est-à-dire que ton rêve, quand tu étais petite, c'était travailler aux Nations Unies ou en tout cas dans un poste élevé aux relations internationales. Comment tu as géré ce retournement de situation et comment toi-même tu as géré le fait que les gens ne te reconnaissaient plus, tu ne te reconnaissais plus dans le regard des autres, de tes amis, tes parents, etc. Alors déjà pour moi c'était hyper simple parce que après donc ce burn-out qui m'a lessivée mentalement, physiquement, parce que j'ai été malade physiquement pendant presque une année, je tombais tout le temps malade, j'ai été immunodéprimée, donc en fait tu attrapes toutes les maladies qui passent. J'avais des anciens collègues qui m'avaient surnommé H1N1 parce que j'avais eu la grippe A quand même, donc voilà. En fait pour moi, c'était une question de survie. Il n'y avait pas d'autre choix. Donc, quand ailleurs. Pourquoi l'entrepreneuriat ? Non, parce que quand... et c'est vrai, parce que j'avais quand même ma petite réputation à mon travail et tout. Donc, quand ils ont quand même... Voilà, parce que pour tout vous dire, en fait, mon directeur a été viré quelques mois après que je sois partie. Enfin, que je sois partie en arrêt maladie. Et donc, l'équipe qui est arrivée ensuite m'a rappelé en me disant « Reviens ». Et là, j'ai dit « Mais jamais de la vie ». Et j'ai mis 1 an avant d'y retourner chercher mes affaires. Voilà, à Genève. Pour moi, c'était une question, et donc voilà, je me suis complètement concentrée sur moi. Donc ils ont mis en place des conditions et financières et tout pour que je puisse aussi prendre le temps de me soigner. Et pour moi, c'était une question de survie. Donc quand après j'ai lancé déjà en fait, il y a eu l'étape intermédiaire. Donc comme j'avais quand même ma petite réputation au travail, on a commencé à m'envoyer des offres de travail, etc. Quand je les voyais, j'étais prise de crise d'angoisse. J'étais incapable d'y retourner. J'étais incapable d'aller à l'UNESCO, dans telle ONG, dans tel ministère. Ça me prenait physiquement. Et là, du coup, j'en ai tiré des enseignements de mon burn-out qui étaient ton corps, il t'envoie des signes. Donc, il te dit que c'est pas bon pour toi. Ou en tout cas, que c'est pas bon pour toi tout de suite. Que c'est peut-être pas encore le moment. Donc, du coup, quand j'ai retrouvé ensuite, je me suis un peu laissée porter, j'ai trouvé cette idée du projet. Et je l'ai lancé, et d'ailleurs je dis toujours c'est un petit bébé parce qu'entre le moment précis où j'ai eu cette idée à la table de restaurant avec des copains et où j'ai ouvert, c'est écoulé. Et je m'en suis rendu compte le jour où j'ai ouvert, c'est écoulé 9 mois. Donc voilà, c'était un bel accouchement, c'était un gros bébé. Quand je l'ai dit effectivement à ma famille et que j'ai senti que chez eux, ils n'ont pas osé me le dire tout de suite en frontal, mais que c'était quand même une déception. Enfin, on ne pensait pas que c'était ça que tu préparais. Surtout, voilà, mon père a été ouvrier, il a travaillé pendant, 40 ans en usine. Donc pour lui, l'idée même que l'un de ses enfants en ait 5, je suis aînée de 5, donc en plus avec la fille en premier, l'exemple, etc. L'idée même, mon père, qu'un de ses enfants puisse souffrir physiquement au travail, et une quelconque pénibilité, et soit pas assis dans un super bureau avec des super conditions, ça le rendait malade. C'est-à-dire que je sais qu'il n'a pas dormi pendant quelques temps. Donc du coup, moi, ce que j'ai dit à ma famille et à ma fratrie, je leur ai dit, écoutez, pour moi, c'est une question de survie. C'est-à-dire que je ne peux pas faire autre chose, là, maintenant, tout de suite. Je peux pas être, comme d'habitude, la Amina, la bonne élève, la parfaite. Je ne peux pas y retourner. Et en tout cas, y retourner, ce serait y retourner pour des mauvaises raisons, ce serait pour vous faire plaisir. Et là, je suis désolée, mais je ne peux plus, en fait. Je ne peux pas supporter, là. Donc, si vous voulez, on n'en parle pas. Si vous me posez des questions, je vous y répondrai. Si vous voulez venir, je vous accueillerai avec grand plaisir. Ma famille est à Reims. Mais là, j'ai juste besoin de votre amour. Je pense que vous l'avez bien fait, que vous pouvez peut-être continuer. Je pense que vous n'allez peut-être pas m'arrêter de m'aimer parce que je fais ça. J'ai juste besoin de votre amour, rien de plus. Donc ils ont dit ok. Et puis, bien sûr, c'est ma famille, donc on continuait d'avoir un contact quotidien, etc. Et puis de temps en temps, il y a des petites questions. Alors, en fait, parce que moi, je n'osais pas trop en parler, parce que j'étais vraiment dans cette démarche aussi de protection vis-à-vis de tout le monde. Enfin, c'était un peu moi contre le monde entier, contre tous ces gens qui allaient me dire que c'était une mauvaise idée.
Donc du coup, on commençait un peu à poser des questions. Puis un jour, un de mes frères m'a dit « Tiens, je passe à Paris, je passerai bien voir ». Puis du coup, il est passé, et puis je lui ai montré, et puis il a mangé, il était content, puis il a dit à un autre de mes frères. Puis après, ma petite sœur est venue, puis après, ma mère est venue. Bon, mon père est venu quand j'ai vendu. Il n'a pas pu... et je le comprends, hein, il est quand même plus âgé, etc. Ça l'angoissait. Alors de temps en temps, je lui en parlais, de temps en temps, je lui disais « Tu sais, j'ai des salariés comme ci ou comme ça, ou là, on fait ci, on fait ça ». Et très sobrement, dans sa pudeur, il me disait « C'est bien ». Et puis j'ai commencé à avoir des articles, de la presse, des choses comme ça. Voilà, ça rassure aussi. Je lui montrais, il était hyper fier. Donc je sais plus dans quel magazine, je crois que c'était dans Elle. Elles ont tout quitté pour la food. Il y a eu un grand reportage qui commençait par moi avec 3-4 personnes. Il l'a encadré ou pas? Non, il m'a rien dit, mais il en a acheté 15 et il les a emmenés en Algérie. Des L que ma mère m'a dit, il a laissé traîner sur la table, l'air de rien, avec un petit post-it sur la page en question. Page 45. Voilà, et puis je crois qu'il y a, je sais pas, un oncle, une tante, un cousin, une cousine qui est passé, qui a feuilleté ce truc et qui a fait « Oh, mais ce serait pas Amina dedans ?» Il a fait « Ouais, je crois. » Donc voilà, mais en même temps, il faisait la même chose quand je passais voilà, quand il y avait 2-3 articles avant qui disaient bah tiens, elle était à Reims et puis maintenant elle est aux Nations Unies, il faisait pareil. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, il me l'a jamais dit, mais bon, je sais qu'il est très fier. Mais voilà, mais juste, j'ai géré un peu cette relation et cet entourage un peu différemment, mais tout en... très honnêtement, si j'avais pas fait le resto, je me serais pas... je pense que peut-être dans ma vie, je me serais peut-être jamais opposée à eux, quoi. Enfin, j'aurais peut-être jamais osé dire, bah là, peut-être que ça vous déçoit, mais là, c'est mon chemin à moi. Et du coup, ça c'était top. Après, il y a eu, comme on disait, toutes les personnes qui le vivent par procuration. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un copain qui m'a dit une fois, un copain, haut fonctionnaire, ENA, tout ça et tout, qui m'a dit, tu sais Amina, c'est génial ce que tu as fait, parce qu'en fait, tu as fait le plan B de la vie de plein de gens. C'est-à-dire que quand tu parles à tous les gens autour de toi, les hauts fonctionnaires, les politiques, tous les gens un peu cadres sup, ils te disent tous oh là là, mais si un jour je quittais tout ça et j'allais ouvrir un resto ou un gîte dans le Larzac. Et il me dit, en fait, t'as fait le plan B des gens. Donc forcément, ça m'étonne pas que tu reçoives beaucoup de... comme disait Nora, franchement, des likes sur Facebook, ça fait hyper plaisir. Des encouragements, et en fait, plein de gens. Et ça, je suis hyper heureuse parce que il y a eu quelques défections, il y a eu effectivement quelques personnes dont je me suis éloignée volontairement. Il y a eu quelques personnes qui m'ont dit mais t'es complètement folle. Il y a eu quelques personnes qui m'ont dit salut, hein, tu referas signe quand tu seras back in business. Et là tu te dis ok, d'accord. Donc je pense que notre relation était pas basée, était peut-être pas saine. Et à ce moment-là, est-ce que t'as mal? Ou est-ce que tu te dis, tu prends de la hauteur et tu te dis c'était juste pas mon ami? Non, ça te fait une petite pichenette, quoi. Ça te fait un petit pincement, mais après, tu es tellement, toi, lancé sur ton autoroute que là, c'est... je vais paraphraser notre président, mais c'est la grande marche, quoi. C'est parti, t'es parti. Ça y est, c'est lancé, quoi. Tu peux plus... la croisière est lancée, tu peux plus revenir en arrière. Donc il y a eu ça. Donc du coup, en fait, il y a eu... Mais ça m'a hyper touchée, des gens que je n'avais pas vus, des gens qui étaient avec moi à l'école, à Sciences Po, au lycée même, des gens que j'avais pas vus depuis 10 ans, depuis 15 ans. Un jour, ils ouvraient la porte du resto. Et là, je les voyais et je me disais, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on s'est pas vus. Peut-être même qu'on n'était pas hyper proches, mais les gens sont venus. Ils sont venus entre collègues, ils sont venus en famille. Ils sont venus et leur premier geste, ils me prenaient dans les bras et ils me disaient, mais c'est génial ce que tu fais. C'est génial. Genre, j'aurais jamais osé, ou j'aurais trop peur, ou... Et en fait, c'était au travers, là, maintenant c'était l'inverse, parce que c'était au travers du regard des autres que je me disais, je crois que je suis en train de faire un truc un peu dingue, mais je crois que je m'en suis pas trop rendu compte. Et enfin, pour le dernier aspect sur la solidarité, et je suis désolée parce qu'elle a dû partir, parce que c'est devenu une amie, mais en fait, au début, moi je refusais vachement les invitations à venir parler à des trucs, parce que je me disais non mais je peux pas, j'ai pas le temps, je bosse 16 heures par jour, faut que je sois au plus près de mes équipes, faut toujours que je surveille si tout va bien, donc c'est surtout dans un lancement au début, une première année, et surtout un resto, tout est compliqué, le four lâche, le compteur d'électricité lâche, un jour on n'a plus de pain, un jour, c'est que des micro-urgences qui sont très graves tout de suite, parce que sinon le client ne peut pas avoir son plat dans l'assiette, donc ça a une conséquence immédiate, et chaque jour ça recommence. C'est qu'en fait j'avais été invitée par Aquila, qui vient juste de partir du coup de l'ambassade des États-Unis, et elle m'avait invitée à parler de mon projet. Je crois qu'il y avait Nora aussi.
c'était il y a quelques années, et on était 3-4 entrepreneuses. C'était à l'occasion de la Journée de la Femme, et il y avait devant nous des lycéens, des lycéennes, enfin un petit public. Et en fait, c'était la première fois, je crois que c'était un an et demi après, c'était la première fois que, du coup, que je remettais une veste, des pompes, et que j'allais raconter devant des gens mon histoire. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai été saisie d'émotions, enfin, j'ai vraiment eu des trémolos dans la gorge, et je me suis dit, oh, waouh, enfin, où j'ai réalisé ce que j'avais fait en fait. En miroir, quand je les voyais comme ça, à poser plein de questions, et là je me suis dit, oh là là, enfin, là il s'est passé quelque chose, et du coup, suite à ça, déjà en fait, moi j'avais stabilisé au resto, j'avais pas beaucoup de salariés, j'en avais 5, mais j'avais stabilisé une équipe qui était bien, qui était en confiance, à qui je déléguais de plus en plus de choses. À qui, alors il faut savoir qu'en plus dans le milieu de la restauration, les salariés vous disent tout le temps vous et nous, vous les patrons, nous les cuistots, nous les serveurs, etc. Pardon. Et moi je les reprenais tout le temps en leur disant, je m'énervais tout le temps et je leur disais mais c'est pas vous et nous, c'est nous tous ensemble. Enfin, c'est nous tous ensemble dans cette même galère qu'il faut qu'on réussisse, qu'il faut que ce soir on ait un chiffre d'affaires, qu'il faut que ce week-end ça cartonne, qu'il faut que les gens soient contents, il faut qu'ils soient heureux, il faut qu'ils aient bien mangé, il faut qu'ils aient passé un bon moment. Le restaurant, c'est de l'entertainment, les gens viennent payer pour passer un bon moment. Donc s'ils passent un moment pourri, s'ils sont pas contents, s'ils ont l'impression qu'on les a arnaqués sur la nourriture, si tout s'est pas passé comme ils le souhaitaient parce que c'était un soir d'anniversaire, c'était un soir en amoureux, enfin voilà, les attentes sont quand même très élevées et l'effet est immédiat. Donc du coup, moi j'ai commencé un peu à lâcher du lest à cette équipe que j'avais consolidée, avec qui on était vraiment en confiance et avec qui d'ailleurs je garde toujours des liens, ils continuent de m'envoyer des messages, je continue de demander après eux, enfin voilà. Et eux, une fois que je les ai laissés là, j'ai commencé à prendre du temps pour moi aussi aller dans certains réseaux, rencontrer certaines personnes, du coup suite à cette matinée qu'on avait faite, à rencontrer des entrepreneurs comme moi, qui avaient ou pas le même parcours que moi, et là on a commencé, franchement j'ai gagné des amis pour la vie quoi, à qui on a commencé à s'envoyer des textos, bah tiens toi comment tu fais quand il t'arrive ça, et toi ça va aller toi ton chèque de l'URSSAF, moi c'est un peu compliqué là, et toi ta banque elle est bien ou pas, et toi attends là je suis à moins 20 000 €, je vais pas décrocher, donc où on partageait beaucoup d'expériences, autant les moments hyper cool que les moments de doute, et où on n'hésitait pas à se... Et alors là, moi je pensais que c'était un environnement hyper concurrentiel, et en fait, pas du tout. On s'est beaucoup donné, ça je pense c'est peut-être un peu aussi générationnel, mais pas forcément les nanas, il y avait des mecs et des nanas, et où on s'est beaucoup échangé de conseils entre nous, et du coup on se sentait hyper optimiste et hyper renforcé. Ou même aussi on pouvait se rassurer, par exemple en se disant mais toi ce soir chez toi t'as du monde, ben non j'ai personne, je pense que les gens ont reçu leur avis d'impôt sur le revenu, on va avoir personne pendant 3 jours. Ok, et du coup on se consolait les uns en fait les autres. Et du coup, même au moment où moi j'ai décidé de partir, j'en ai parlé avec certains. Et ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai expliqué. Ils ont très bien compris. Il y en a d'autres qui, peut-être à d'autres moments, se sont posé la question aussi. Et où, du coup, on continue encore aujourd'hui, des années après, d'échanger, de rester en contact. Et je passe les voir dans le resto et ça me fait hyper plaisir. Et voilà. Il y a plein de réseaux d'entrepreneurs qui sont ouf. Ouais. Alors, les réseaux, évidemment, hein, je les aime bien, vous en doutez. J'aimerais aborder un sujet qui pour moi est vraiment voilà, c'est un sujet dur. Alors il y a 2 écoles. Il y a l'école des femmes qui vous disent quand vous allez à des événements sur l'entrepreneuriat, non mais les filles, écoutez, les barrières c'est vous qui vous les mettez, c'est des croyances auto-limitantes, c'est interne, c'est des biais, des stéréotypes que vous avez vous-même, blablabla. Et vous avez la 2e école qui dit non mais arrêtez, oui on se met des biais mais on est humain. Et chaque être humain, en fonction de son éducation, de son histoire de vie, se met des biais internes. Mais la réalité, c'est qu'on est face à des vrais sujets. Et les sujets, c'est qu'on ne perçoit pas comme on aimerait être perçu. Et tu parlais tout à l'heure, Caroline, du fait d'avoir forcément un associé. Nora, toi, quand tu as monté... C'était pas forcément un associé. Je l'ai pris parce qu'il était vraiment incroyable. Oui, en fait, toi, quand tu as recruté ton associé, c'est parce que tu as recruté un vrai collaborateur. Génial. Qui s'est trouvé vouloir devenir associé. Donc au début j'étais là, c'est mes actions. Et puis après en fait j'ai dit en fait t'es vraiment génial, on va s'associer.
Et en fait, et après, tu as des constats auxquels je ne m'attendais pas, qui sont... Ah, mais attendez, enfin, soudainement, parce que lui est là, la boîte est plus crédible, mais heureusement, à aucun moment, je l'ai associé pour ça. Nora, toi? Sur ce sujet, sans vouloir lancer des débats sans fin, mais c'est quand même un sujet qu'on a étudié pendant 4 ans, donc je ne suis pas vraiment d'avis qu'il y a 2 écoles. Pour moi, il y a des faits, il y a des chiffres, il y a des choses qui montrent qu'il y a des barrières structurelles qui empêchent les femmes d'avancer comme les hommes. C'est-à-dire, on peut parler toute la journée de nos obstacles internes, qui sont d'ailleurs construits par la société dans laquelle on vit. On ne naît pas j'ai pas confiance en moi, au secours, je suis une fille. C'est des choses qui sont inculquées par les médias qu'on regarde, par la télévision, par les pubs, par l'éducation, par la société sexiste dans laquelle on vit. Bon, ça, après on peut en débattre, mais c'est quand même, il y a des faits maintenant qui sont prouvés et beaucoup d'études sur le sujet qui montrent à quel point on est endoctriné pour ne pas avoir confiance et à quel point on éduque les filles à ne pas se lancer. Et en plus de ça, donc cette internalisation, il y a toutes les barrières structurelles. Donc on voit dans le film, ça en parle un petit peu, mais aux États-Unis, 96% donc, des VC, des capital riskers, sont des hommes, notamment surtout des hommes blancs qui viennent des mêmes cercles, Stanford et compagnie. Et c'est un fait prouvé maintenant, c'est le pattern recognition qui fait qu'on investit ou on embauche des gens qui nous ressemblent. C'est les biais inconscients dont maintenant on parle, on commence à s'en occuper en entreprise, mais il faut absolument casser ces choses-là et donc diversifier tout l'écosystème de l'investissement aussi. Et ça, c'est intéressant de voir de votre côté comment ça se passe, mais toutes les femmes à qui on parle, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu dans la Silicon Valley, c'est super intéressant, il y a beaucoup de femmes investisseurs qui sont lancées, qui ont créé des super fonds d'investissement. Il y a tout un énorme article qui est sorti sur Forbes avec la Midas List, donc sur les gens les plus riches qui sont sortis, donc sur un groupe de femmes investisseurs qui lance All Raise, donc qui est un groupe pour l'inclusion, qui vont se lancer spécifiquement pour créer plus d'inclusion dans le système de l'investissement. Et j'espère que c'est quelque chose qui va se passer ou qui se passe ici en France. Vous pourrez m'en dire plus, parce que je ne connais pas assez bien, mais c'est crucial qu'on change les paradigmes. Qui a le pouvoir d'écrire un chèque, qui a le pouvoir d'embaucher, qui a le pouvoir de... Voilà. Après, c'est hyper important qu'on crée plus de confiance en nous, qu'on se motive, qu'on se lance, qu'on aille pitcher, etc. Mais on pourra faire ça toute l'année. Tant qu'on ne cassera pas un peu les barrières structurelles, on n'avancera pas. Alors je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que nous, chez Lénine, on l'observe, comme tout le monde le sait, on est des pros de la négo de salaire. Et moi, quand j'ai commencé à donner les ateliers de négo de salaire, même quand moi j'ai commencé à vouloir négocier mon salaire, j'étais convaincue que le problème c'était moi. En me disant, non mais INSAF, si tu ne sais pas négocier ton salaire, évidemment ça va être plus compliqué. Et puis au final, je me rends compte que oui, effectivement, il y a toutes des techniques qu'il faut apprendre, etc. Mais à un moment donné, tu peux travailler sur toi, mais tu ne peux pas travailler sur l'autre. Enfin, tu n'as pas d'emprise sur l'autre. Tu peux essayer de l'aborder en essayant de faire ce qu'on dit de la communication d'influence, mais la réalité, c'est que si pour lui, une femme ne doit pas gagner plus que ses collaborateurs masculins, tu prendras la réalité en pleine figure. Et c'est pas que pour la rémunération, c'est la même chose aussi pour les promotions. Si on estime... moi, je fais très jeune, j'ai 35 ans, et on pense toujours que j'en ai un peu moins. Et quand je suis en ce moment, je suis face à une promotion. Et je sens qu'on voit en moi une petite fille et qu'on ne veut pas me faire confiance parce qu'on pense que, pour plusieurs raisons que tu as d'ailleurs citées. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, comme tu disais, c'est pas que des biais internes qu'on a, c'est vraiment qu'à un moment donné, il faut vraiment casser un peu les codes et apporter d'autres personnes dans le jeu pour modifier les règles. Mais également, est-ce que... par ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas, nous, femmes, qu'on s'investisse encore plus, qu'on croit un peu plus en nous et dans les autres femmes, parce qu'on peut avoir les hommes ont des biais et des stéréotypes de genre, mais on en a aussi. Du coup, comment est-ce qu'il y a une solution pour vous, au-delà du fait d'investir au maximum le marché des VC, l'entrepreneuriat, les postes de direction? Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne va pas pouvoir nous les donner. Comment on fait pour briser tout ça? Caroline, toi? Le sujet est vachement vaste. Mais alors, rapidement. La première chose qui me vient, c'est moi le premier obstacle que j'ai ressenti. Après, il y a une question de ressenti aussi. Peut-être que je me suis plantée, mais en tout cas dans mon ressenti, la plus grande difficulté par rapport à ça, c'était effectivement la crédibilité qu'on donnait à mon projet. Les gens m'ont beaucoup renvoyé au tout début. Pas assez ambitieux, pas assez... alors, ça pouvait être pas assez tech, mais finalement on était tech
peu aussi tech que plein d'autres startups, donc bon, je ne comprenais pas le dire. Donc j'ai vite vu que j'avais pas les figures masculines de la startup. En fait, on m'envoyait pas assez ambitieux, pas assez tech. C'est intéressant parce que pas assez d'emplois créés, alors qu'en fait, on a 32 personnes en 4 ans, c'est pas dégueulasse. Enfin, en même temps, si tu t'étais vue un peu plus ambitieuse et plus assertive, est-ce que tu penses qu'on te l'aurait reproché? Alors, évidemment. Alors, le truc, c'est que du coup, au tout début, pour certaines démarches que je faisais, j'ai dû faire des BP et du coup, on disait donc un business plan. Du coup, je fais mon business plan, on me dit pas assez ambitieux, je reprends ma copie, parce que j'ai fait 10 ans de conseil, donc un BP, moi je peux le faire x10, x100. Enfin, je saurais toujours le rendre crédible. Voilà. Simplement, la première version me paraissait plus faisable. Ça m'a pas desservi parce qu'en réalité, j'ai beaucoup plus atteint le deuxième que j'avais fait que le premier. Donc il y a aussi les biais internes. Hein. Mais n'empêche que j'étais quand même un peu vexée. En plus, on me dit, oui, souvent avec les femmes, on a toujours le même problème, des BP un peu. Alors là, c'est encore plus humiliant, quoi. On se dit, merde, c'est parce que je suis une nana que je fais ça. Bon. En fait, me rendant compte de ce sujet qui me mettait hyper mal à l'aise et qui me rendait un peu agressive du coup dans mes interventions, ou en tout cas on me percevait comme tel, parce que du coup j'arrivais en disant du coup x10 les gars, et du coup on m'a renvoyé beaucoup, oh là je sais pas très bien comment tu vas manager ton équipe, ça me fait un peu peur. Aujourd'hui vous demandez mon équipe, franchement on est des bisounours absolus, enfin c'est lunaire. Donc en fait je me suis affranchie de tout ça en disant en fait pas grave, je vais pas lever. On va faire entre nous. Donc, j'ai géré vachement la manière entrepreneuriale, c'est-à-dire ok, on veut pas de moi par la porte, je vais prendre la fenêtre. Je l'ai pas pris comme un échec, je l'ai pris comme. Et d'ailleurs, c'était pas un échec. On voulait bien me financer, mais en fait 3 fois moins et pour 3 fois plus de parts que n'importe quel autre projet. Du coup, en fait, ça m'intéressait pas. Donc, je suis passée par la fenêtre sur ce sujet-là, et je pense que c'est un bon moyen de. Enfin, moi, si c'était à refaire, je ne me battrais pas contre des murs qui ne sont pas destructibles. Je préfère louvoyer. Et aujourd'hui, je me re-heurte à des trucs difficiles. C'est-à-dire que en fait, je l'ai fait sans fond. Et finalement, sans fond, ça marchait très bien. Et c'est beaucoup mieux parce que du coup, j'ai tout le capital de ma boîte et j'ai pu en donner à mes associés. J'ai pu faire ce que je voulais. N'empêche que je me re-heurte un peu au même sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux rentrer dans certains réseaux, avoir accès à certaines choses, etc. Et on me dit, ah, c'est con, parce que si tu avais levé plus d'1 million, on t'aurait... Mais c'est chiant, parce qu'on aimerait bien avoir de la diversité, on n'arrive pas à avoir de nanas. Mais comme tu n'as pas levé 1 million, ça va pas être possible. Ouais, mais enfin, en fait, j'ai plus d'1 million que j'ai levé auprès de mes clients, ça s'appelle des ventes, en fait. Et donc, est-ce que ça vaut pas? Et on me dit, ah, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave, je me re-heurte, ou même, comme j'ai pété le code, les gars ne savent pas trop où me situer, ils disent quand même, on aimerait bien avoir une nana, ça a l'air bien ta boîte. Bon. Passer par la fenêtre, on finira par y arriver. Enfin, je vais passer par la fenêtre là aussi. Ce qui est un peu chiant parce qu'en termes de légitimité, c'est hyper dur. Hein. Avoir toujours l'impression d'être passé par la fenêtre, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir gagné ses galons de la même manière que les autres. Donc moi, dans ce réseau-là auquel je pense, du coup, je suis quand même invitée, mais je ne fais pas partie du truc. Du coup, je me demande un peu quelle est ma place. Et pourtant, je ne pense pas que je sois moins légitime que les autres. Quand on avait discuté, Caroline, tu m'avais dit que tu avais observé chez toi un changement, notamment vestimentaire, et que tu as senti à un moment donné qu'il fallait vraiment t'imposer. Ouais. Et c'est comme ça que tu l'as conscientisé, en tout cas, tu l'as exprimé à travers les vêtements. Et tu me disais que tu mettais plus de cuir, que... Ça, c'est tu peux nous raconter effectivement, c'est qu'après, il y a l'histoire de comment on se vit soi. Et moi, quand je me suis pris les premières portes, et puis assez vite, j'ai compris qu'on était dans un combat. Et donc, sans m'en rendre compte, je me suis mise à porter beaucoup plus de cuir, de noir, d'être visuellement bien visible. C'est-à-dire que j'ai toujours bien aimé les chapeaux, mais là, je me suis mise à en porter tout le temps. Et je me suis rendu compte, et c'était pas vraiment conscient, mais que j'avais toujours une marque de vestimentaire ou autre qui était visible, où le lendemain on pourrait dire
je sais pas, la nana qui met une robe longue à fleurs. En fait, c'est probable que je sois la seule nana avec une robe longue à fleurs ce soir. Ou un chapeau, ou un décolleté dans le dos, ou n'importe quoi qui soit repérable. Et ça m'a beaucoup aidé à me sentir plus solide. Et j'ai remarqué, mais c'est pareil, c'est a posteriori, c'est des trucs que tu ne conscientises pas sur le moment, heureusement. C'est complètement fou. Mais je me suis rendu compte que à chaque fois que j'avais des financiers qui avaient la tête de mon père à rencontrer, c'est-à-dire nettement plus âgés et bien stéréotypés, hommes, blancs, cadres, sup, machin, je mettais des cuissardes. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait je mettais toujours des cuissardes et comme ça je faisais déjà botter le cul. Je l'ai réalisé après. Mais en fait, c'est pas inutile de se prendre des carapaces comme ça qui aident, enfin, moi je trouve. Et ce que j'ai réalisé qui est plus intéressant que l'aspect vestimentaire, parce que ça c'est un peu anecdotique, c'est ce que j'ai réalisé en essayant, parce que ce que je crois quand même être important, et Sheryl Sandberg le dit bien dans son bouquin, c'est qu'on soit capable de nous péter nos biais et de faire monter les autres femmes qui nous entourent. Et dans ma boîte, ce qui me touche et ce qui me paraît hyper important, c'est que les nanas, et c'est pas que des nanas, il y a des mecs qui sont confrontés au même plafond interne. Mais je le constate quand même beaucoup chez les nanas, en tout cas je le vois de la manière dont je l'ai vécu, c'est qu'il y a des plafonds que l'on se met qui sont de l'ordre de j'aimerais bien que la validation vienne de l'extérieur. J'aimerais bien que Caro dise que je suis légitime pour prendre cette place-là, qu'elle le dise aux autres. Si le leadership doit passer par là, c'est pas du leadership. Au-delà de la tenue, il faut aller chercher sa position de combattante, de leader. Il faut aller prendre sa place, sa table, elle le dit très bien. Moi, je le vois aussi, ça me fait plus penser à une part de tarte. Vous savez, la dernière part de tarte qui reste et que tout le monde veut, et que on va se dire, oh non, mais attends, on partage, on fait la moitié, le x10 et tout. Moi, je vois mon associé, il a une façon de faire que j'essaye d'adopter et qui est hyper dure. C'est, vous en voulez 1, 2, 3, non, je prends. Et en fait, c'est ok parce qu'il a demandé. On en veut, on n'en veut pas. Si personne s'est jeté dessus, ben, il se jette dessus et c'est très bien comme ça. Donc, c'est ça que j'essaye de leur apprendre. Bah, en fait, moi je partage complètement ton opinion et vraiment j'aimerais en profiter pour rebondir sur ce que tu dis, pour dire que je pense que ce qui nous dessert le plus, c'est qu'on attende qu'on nous donne les choses et qu'on n'ait pas cette... je sais pas, cette rage, cette hargne, cette assertivité, je sais pas comment on appelle les... En tout cas, qu'on ne se sente pas nous-mêmes légitimes pour aller chercher ce qu'on veut avoir et qu'on attende qu'on nous le donne ou qu'on nous autorise à le prendre. C'est ça qui est dommage. Il est 22h17, Nora, tu vas devoir partir, je pense. Je veux juste dire un truc vite fait pour ce sujet. C'est que moi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut qu'on prenne cette hargne et ce courage. Mais encore une fois, j'encourage tout le monde à essayer de repérer les choses qui, dans la société, fait qu'on n'est pas encouragé à faire ça. Parce que moi, ce qui m'intéressait beaucoup avec ce film, c'était l'éducation. Donc, on va beaucoup voir des écoles, des très jeunes. Et ça commence vraiment tôt, quoi. Et c'est-à-dire que, encore une fois, je pense pas qu'on est en n'ayant pas confiance en nous. Non. Et donc, je pense que c'est important en tant que parent, en tant qu'éducateur ou éducatrice ou en tant que collègue, bah, comme tu disais, se soutenir aussi en tant que femme, comment donner confiance, comment empower, comment mentorer une fille de votre entourage ou financer une fille de votre entourage. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on y aille et pas attendre que oh bah tiens je vais me motiver parce que ouais aujourd'hui j'ai décidé qu'il fallait que je me motive. Mais non, il faut qu'on, en tant que société, qu'on crée les conditions de la motivation. Ouais, tu voulais dire quelque chose. Oui, je suis hyper d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et alors, du coup, il n'y a pas d'hommes dans la pièce, mais ça se trouve, c'est aussi des femmes qui sont en charge de ça. Mais récemment, j'ai une amie qui a postulé dans un cabinet de conseil, un gros cabinet de conseil, et elle m'envoie une brochure sur les femmes, en mode, allez, je cite, chez McKinsey, on encourage les femmes, etc. Et je trouve ça hyper infantilisant. Et donc en fait, oui, c'était genre, allez les femmes, et puis en plus, le discours était hallucinant, c'était, vous inquiétez pas, vous pourrez travailler moins et aménager votre... Enfin, je trouvais ça hallucinant. Et donc, en fait, je trouve qu'il faut même réfléchir, quand on veut se dire avec les femmes, il faut même réfléchir à comment le faire pour pas les infantiliser et leur dire,
allez les filles, il faut avoir confiance en vous parce que c'est horrible d'être comme ça. Et donc c'est même quand on est à lycée, c'est hyper compliqué d'aller. Comme un adulte, comme un être humain. Mais autant que les mêmes choses se voient chez certains hommes, et certaines femmes en sont complètement dénuées. Donc, Mais ce qui est aussi intéressant d'observer, c'est de voir que, en fait, je pense que quelque part, mais ça n'engage que moi, on aime bien cette situation où les femmes, c'est des pauvres petites victimes, qu'il faut aider, qu'il faut accompagner par la main. Je dis pas nous les femmes, je dis la société aime bien voir les femmes comme ça. Vraiment, sort de ce corps. Non, je pense que la société aime bien garder les femmes en tant que victimes, etc. Parce que ça leur fait peur d'avoir une femme forte. Moi, je le vois très bien, dès qu'on dit le nombre de jobs qui me sont passés... que j'ai pas pu obtenir parce que justement dans mon CV je mettais les lignes parce que pour moi ça représentait une fierté. Pour moi c'était des capacités de leadership, de fédérer, de management, de porter un projet, etc. qui démontraient que je pouvais le faire à l'intérieur d'une boîte et que je me rendais compte que c'était pas quelque chose qui était valorisé. Je pense qu'on a peur des femmes fortes. Aujourd'hui on en a clairement peur et je pense que là-dessus aussi il faut, au-delà du fait de nous assumer notre force et l'embrasser, c'est aussi, comme disait Nora, éduquer nos filles pour qu'elles l'assument et qu'elles l'embrassent. Et les garçons. Moi, j'ai mon petit garçon qui m'a demandé s'il fallait être une fille pour être un chef. Parce que ça tu as dit oui. J'ai peur qu'il soit le seul à se coller un plafond de verre parce qu'il est un mec. Mais c'est super bien parce que du coup tu montres qu'il y a d'autres rôles modèles et nous c'est ce qu'on fait aussi si on essaie de rendre visible l'invisible. Émilie tout à l'heure elle a amené ses deux garçons avec elle, c'est hyper important. Bien. Peut-être pour terminer Amina. Oui, juste rapidement. En fait, moi depuis toujours, mais encore plus quand j'ai eu cette expérience, je crois que j'écoute pas trop mal les gens et que hommes ou femmes et que quand ils me disent ah tiens j'aime bien ça et que j'entends une deuxième personne 2 semaines, 2 jours ou 2 ans après qui me dit ah tiens j'aime bien ça, je les mets en contact. Enfin c'est un truc que je fais de façon hyper systématique, que je fais de plus en plus et du coup dont j'ai compris aussi l'importance pour les femmes et aussi en dehors aussi des réseaux parce que je trouve que les réseaux déjà comme LinkedIn font déjà des super jobs. Mais moi dans mon quotidien c'est un peu ma mission quoi. C'est un peu ce qui me drive. J'essaye d'écouter vraiment des personnes qui ont des attentes, un peu des peurs, un peu des envies et dès que j'entends quelqu'un d'autre ou même moi si je peux y répondre je leur écris mutuellement et je leur dis ah tiens prenez un café, voilà, voyez-vous. Et ça marche hyper bien. Enfin, homme-femme, homme-homme, femme-homme, femme-femme, ça marche hyper bien et du coup je suis hyper contente. Parce que quand les personnes après se sont vues et me disent ah mais attends mais c'est génial, j'ai déjeuné ou j'ai pris un verre avec un tel, on va faire ça ensemble ou sur ça elle va m'aider ou sur enfin voilà je lance un peu des bouteilles à la mer de solidarité et j'aime à me dire que ça marche. Parfois les personnes se voient juste une fois, elles se revoient pas forcément par la suite, mais en tout cas j'essaye de tisser un peu ma toile d'araignée comme ça et enfin moi c'est vraiment ce qui me motive, ce que je fais naturellement dans mon caractère, mais ce que j'aime beaucoup aussi faire, et je suis très contente quand je l'ai fait. Et alors je pense que la vie est pas trop mal faite, et comme disait Steve Jobs, les dots ils se connectent, donc les points se connectent, parce qu'en fait aujourd'hui à la Fondation c'est ce que je fais. Donc je m'occupe entre autres d'un programme de leadership entre la France et les États-Unis, qui s'appelle le programme des Young Leaders. Quand je suis arrivée, donc beaucoup de gens ont fait, dont le président de la République, tout un tas de gens, de businessmen, quelques businesswomen, mais pas beaucoup. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai repris tous les dossiers, c'est un programme qui existe depuis la fin des années 70. J'ai repris un peu tous les dossiers sur les 10 dernières années et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 27% de femmes dans ce réseau. Bon, bah, pas cool. Que tel ou tel secteur de métier était surreprésenté. Bon, bah, pas cool non plus. Et du coup, je suis allée à l'entretien en disant à mon futur boss, je pense que je suis compétente sur tout un tas de choses du job que vous présentez, mais je pense que sur ce programme-là, j'ai un peu envie de m'en occuper personnellement. Voilà, je me suis un peu tapée du Bourdieu, de la sociologie. Je l'ai vécu moi-même en transcendant pas mal de choses et en me protégeant des coups pour être assez folle pour me dire tiens, je m'en fiche complètement de ce qu'on va penser de moi et de ce que je vais faire et je vais y aller quand même parce que j'ai envie d'y aller.
Et du coup, ce programme de Young Leaders, bon, peut-être que tout le monde ne va pas le faire, parce qu'il n'y a que 10 personnes par an, mais en tout cas, déjà, on va nommer une présidente du jury, puis pas un président, parce qu'une présidente, ça n'avait jamais été fait. Et puis déjà, on va faire un jury à parité, homme-femme, on va mettre autant d'hommes que de femmes. Et puis, on va se donner pour objectif d'arriver à une parité dans le classement, 5 hommes, 5 femmes. Donc l'année dernière, c'était un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a eu moins de 30% de femmes qui ont postulé, mais on a quand même réussi à se tenir à ces 50%, tout en se posant plein de débats sur le est-ce qu'on prend ces femmes parce qu'elles sont... mais on en a poussé certaines, c'est-à-dire que pour certaines, elles n'ont pas fait un entretien, mais elles en ont fait 3. Parce que vraiment, on sentait, en tout cas, moi je sentais qu'il y avait quelque chose en plus et qu'il fallait peut-être creuser un peu plus et peut-être qu'elles passent des entretiens avec d'autres personnes et du coup, elles se sont révélées être incroyables et extraordinaires. Et puis cette année, parce que c'est que la 2e année, du coup, on a fait en amont du process de sélection, on a envoyé un mail à tout notre réseau en leur disant l'appel à candidature va être lancé de telle date à telle date. On va organiser un petit déj et venez avec une ou plusieurs femmes que vous trouvez extraordinaires qui ont entre 30 et 40 ans. Ils sont venus avec plein de femmes. Certains hommes, ça a été bien sûr beaucoup plus des femmes qui ont ramené des femmes que des hommes qui ont ramené des femmes, les habituels. Certains hommes, cadres sup, blancs, financiers, etc., n'ont même pas pris la peine de répondre. Mais d'autres sont venus, ont ramené des femmes, d'autres n'ont pas pu venir, mais ont quand même envoyé 3-4 femmes, et à toutes, en fait, toutes ont postulé. Voilà, donc on est arrivé, aujourd'hui on démarre les sélections, mais quand même 49% de femmes, déjà, à l'entrée. Moi je m'en fiche, je voulais juste me dire, on a réussi à ce qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui soient intéressés par ce programme, qui se disent pas « Ah non, partir l'année prochaine, 5 jours aux États-Unis, c'est mort parce que j'ai un petit en bas âge, ou peut-être parce que je serai enceinte, ou peut-être parce que non, je vais accoucher juste là. » Et en fait, finalement, on a pris une fille assez extraordinaire cette année, qui dirige un vignoble, voilà. Et cette femme venait d'accoucher 15 jours avant le voyage. Et voilà, on lui a dit, tu n'as aucune obligation, tu peux pas venir, il n'y a pas de problème, tu veux venir avec ton bébé, il n'y a pas de problème et tout. Et en fait, elle a dit non, je veux m'organiser. Et donc, elle s'est organisée avec toute sa famille, ses parents, etc. et tout. Et bon, elle a eu des petits moments de blues pendant ces 5 jours à San Francisco, du coup, on l'a un peu cheer up. Mais elle est venue, elle était ravie, elle nous a fait une présentation de son parcours et de son travail, et de son parcours du coup entrepreneurial et de son travail extraordinaire, et on était hyper fiers, et les mecs étaient hyper impressionnés, ils étaient là, mais elle a accouché il y a 15 jours, elle est là avec nous aujourd'hui à San Francisco, et voilà, et du coup j'étais hyper fière de ça, mais du coup oui, je dis toujours que la vie est bien faite, parce que, et je suis contente aussi d'être en face de vous aujourd'hui, parce que du coup je me dis... j'ai fait cette expérience, j'en ai tiré des leçons. Je me suis moi-même du coup retrouvée dans ce même type de réseau. Je me suis rendu compte de forts biais effectivement intérieurs et extérieurs envers les femmes qui étaient assez injustes. J'en ai tiré des leçons perso, en tout cas j'ai accentué ce côté perso que j'avais de connecter les gens. Et aujourd'hui c'est ce que je fais dans mon travail, donc dans le peuple. Et je confirme. Je confirme ça. Je voudrais remercier Nora, je voudrais remercier Caroline, Siane, Lamina. Je voudrais également vous remercier pour votre patience. Il y a eu quelques défections, mais vous êtes encore là. Il est tard, merci encore une fois.